Bonsoir chers amis, merci d'être à ce rendez-vous, le deuxième grand rendez-vous de cette semaine. L'équipe s'installe toujours pour des questions de développement avec ses invités et le développement, rassurez-vous chers amis, c'est aussi la diversité culturelle qu'on célèbre aujourd'hui. On en parle juste après la météo qu'on va suivre ensemble. La carte postale, une réalisation de nos collègues de la division montage qui nous disons merci, nos collègues monteurs donc, qui nous amènent à découvrir la cité Kpoma. C'est à quelques kilomètres en tout cas de Cotonou, la capitale économique du Bénin. 21 mai, c'est une journée ou si vous voulez, une date des Nations Unies pour la promotion des questions de diversité et de dialogue. Comment la diversité culturelle pourrait accompagner l'ascension d'un pays comme le Bénin. Restez pour le savoir, ce sera dans la rubrique Espère. La période de jeûne ou de carême est-elle facilement supportable pour tous? Évidemment que non. Un spécialiste de la question nous dira dans Nature et Bien-être avec Yasmine Damata les indices pour vite identifier son malaise dans ces moments de privation. Et puis, dans notre salon de beauté, on parle avec Fulgencia Ontondi des bijoux en perles. Est-ce que ces accessoires de mode priment sur les bijoux importés en or ou en diamant? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer avec notre accessoiriste. Ça va se faire dans la rubrique beauté au pluriel. La collaboration des collègues de la rédaction est attendue pour le 1945. Estelle Pazou, le menu du 1945 de ce soir. Quelles sont les informations à développer? Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Karamat Agbakao. Alors, les titres rapidement pour le 1945 qu'on va découvrir d'un moment à l'autre. Alors, presque toutes les femmes sont unanimes à le dire, c'est révolu l'époque où elles étaient dépendantes. L'heure est venue pour leur autonomisation et leur apport dans le développement socio-économique de leur pays. Vous les entendrez. Croquer une pomme ou boire son jus, lequel est meilleur pour la santé? Un agronutritionniste nous parle dans le journal de ce qui est conseillé. On parle également dans le journal de la lordose lombaire qui est souvent considérée comme une maladie et qui n'est que le creux au niveau du dos. Le mal lui-même est appelé hyperlordose lombaire et bien évidemment tous les détails sont à suivre à 19h45. On prend le rendez-vous, chers amis, ne partez pas puisqu'on vient de démarrer. Si vous venez à l'instant même de nous rejoindre, prenez place, installez-vous comme il le faut. Le grand rendez-vous, on déballe tout ça maintenant et on commence par la rubrique Nature et Bien-être.
On parle jeûne ou carême, si vous le voulez, avec quelques petites maladies ou quelques malaises qu'on pourrait détecter quand on se prive de manger ou de boire dans une période de la journée. Avec notre spécialiste de la santé, on va creuser un tout petit peu le sujet. Yasmine Damata et son invité sont déjà installés, ils sont à côté de moi. On va les écouter d'un moment à l'autre. Le temps pour nous d'aller à la régie et de découvrir ce reportage que nous propose Sylvania Tchanou. Le jeûne musulman, œuvre obligatoire pour tout fidèle musulman ayant dépassé la puberté. De l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, mais aussi contrôler ses actes et propos. Occasion pour les élus du nouveau mois de rendre grâce. Ceux qui verront effectivement le début de ce mois et la fin de ce mois doivent savoir que c'est vraiment une grâce d'Allah. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est chargé d'innombrables récompenses. Et les bons fidèles, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan, savent déjà que c'est un des piliers de l'islam. Et donc on doit jeûner pendant les 30 jours. Mais pour les malades ne sont pas obligés de jeûner. Ils doivent faire des sacrifices de repas aux autres pour combler ce vide-là. Pour jeûner, il faut d'abord respecter les exigences et prescriptions qui sont. Et ceux-là qui ont eu des dettes de Ramadan passé, de bien vouloir les payer avant de rentrer dans une nouvelle période. Il faut jeûner, il faut prier, il faut savoir les heures de prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y en a qui prient avant les heures de prière, il y en a carrément qui sont laxistes là-dessus. Autre disposition à prendre, c'est les prières nocturnes, et surtout que nous faisons. Il y a des heures pour commencer, il y a des moments pour finir, et surtout, il faut être quand même dans la limite des choses, éviter parfois de perturber. Si vous jeûnez et que votre cœur n'est pas propre, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut avoir le cœur propre, les idées bien claires, le corps sain pour bien faire sa prière et son ramadan. Pratiquer sa religion avec foi en faisant l'aumône est l'essentiel que doit donc retenir le fidèle musulman. Tous les fidèles musulmans, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en tout cas, le rêve de chacun, c'est de pouvoir se rapprocher ou de faire partie de la grande famille de Dieu. Ça, c'est pour les croyants, puisqu'on est là pour servir tout le monde. Il y en a qui n'y croient pas. On ne va pas vous en vouloir, ne vous inquiétez pas. Alors, on va parler, donc, comme je le disais tout à l'heure, de ces petites maladies qui pourraient subvenir éventuellement quand on observe ces moments de privation, puisque quand on parle de carême ou de jeûne, c'est qu'on ne mange pas ou on ne boit pas. Interdiction formelle donc de manger ou de boire dans une période de la journée. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir Karamata Bataille, vous avez bien planté le sujet. N'est-ce pas? Amis téléspectateurs, bonsoir. Docteur, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Vous avez suivi comme nous le reportage qui vient de passer. J'ai suivi. Et la femme musulmane a dit que quand on fait le jeûne, quand on est malade, qu'on ne fait pas le jeûne. Pour vous, qui est malade alors, qui ne peut pas faire le jeûne? Alors, ne peut pas faire le jeûne les personnes vulnérables. Il n'y a pas que les malades. Il y a les convalescents. Il y a les jeunes, c'est-à-dire les enfants, jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Il y a les vieillards. Et pourquoi pas les personnes même présumées bien portantes. Je dis bien présumées bien portantes parce que auparavant, ils n'avaient aucun signal. Ils souffraient d'aucune maladie et subitement, on les amène pendant le carême. Et nous avons souvent l'habitude de mettre ça sous le dos du carême. Ce n'est pas forcément le carême. Qu'est-ce qui cause alors ce malaise? Il avait sa décompensation avant le carême. C'est-à-dire que, pour me comprendre suffisamment, il y a le terme homéostase. Oui. Qui veut dire? Qui veut dire capacité de l'organisme à se maintenir et à maintenir en équilibre certains constants de l'organisme. Par exemple, ta température subitement monte. L'organisme peut régler ça si ce n'est qu'un truc passager.
Et quand ça doit s'étaler sur 30 jours, un peu comme chez les ça fidèles veut dire musulmans. Non, quand ça doit s'étaler sur longtemps, Oui. il faut savoir que ça se passe généralement sans risque. D'accord. Et il faut affirmer d'entrée que les bienfaits du carême sont immenses. Oui. Le carême en est pour peu. C'est que nous sommes des malades ambulants. En ce sens que lorsque tu as des tares, ce que j'appelle tares, c'est les maladies que nous traînons depuis les parents ou bien depuis l'enfance. Diabète, hypertension artérielle, même le sympalu, ce n'est pas des tares, mais c'est endémique. Ça peut te prédisposer à des crises. Et quel genre de crise, docteur? Est-ce qu'on peut savoir? Bien sûr. Tu peux, lorsque tu es en train de faire le carême, parce qu'il ne faut pas oublier que nous parlons du carême. Exactement. Lorsque tu as anémie et tous tes globules sont déjà bouffés par le plasmodium, Oui. ça peut t'exposer à une faiblesse. Ça peut t'exposer à une perte d'appétit. Et la perte d'appétit peut inévitablement t'emmener vers une chute de ta tension, une chute des constantes, une perte de l'équilibre, ce que j'appelle l'homéostase. Homéostase. On peut venir faire aussi une hypoglycémie. Forcément, ça fait tout. L'hypoglycémie est surtout induite même par les produits que nous prenons contre le palu. Mais est-ce que le stress pendant la période de carême peut également constituer en elle-même une maladie? C'est une des grandes causes. Parce que ce que tu as appelé tout à l'heure l'hypertension provoque le stress. Le stress provoque l'hypertension. Ok. Et surtout pour vous, journalistes, médecins, certains fonctionnaires de l'État, qui n'ont pas la capacité de réguler leur heure de travail comme il faut, vous êtes stressé. Le stress t'amène à une hypertension, à des chutes d'équilibre. Il faut savoir faire attention tout simplement. Qu'est-ce qui peut causer ce stress? Puisque bon, c'est juste le carême, mais qu'est-ce qui peut causer ce stress? Ce stress est causé par l'excès de travail, les nervosités. Il est passé dans l'habitude de parler de travailler sous pression. Les travailleurs sous pression. Il faut faire attention. Nous devons faire un plaidoyer à l'État pour que pendant les carèmes, on soit un peu regardant pour soit un peu soulager. D'accord. Surtout vous les femmes, vous qui veillez à la nourriture du soir. Vous quittez le service avec tous les stress, le transport, si vous êtes à moto surtout. Vous passez pour faire un crochet au marché, faire l'approvisionnement. Vous rentrez, tout est désordonné, parce que le matin, vous n'avez pas eu le temps de vous lever, de faire tout avant de partir. Mais tout ça, c'est des stress. Vous vous en sortez plus difficilement que les hommes. Yasmine Damanta, si vous permettez, docteur, Oui. c'est clair que tout le monde est prédisposé au stress, hein, Oui. et le degré diffère d'un métier à un autre. Je voudrais savoir, quand on est dans la période de jeûne, quels sont ces petits indices-là qui nous montrent que voilà, on est malade, on n'est pas bien? Vous avez commencé par citer quelques-uns tout à l'heure. Il n'y a pas d'indice. Il est question de prévenir. C'est-à-dire, vous devez être informé suffisamment sur les conduites à tenir pour éviter les déséquilibres. Donc ça pourrait arriver à tout le monde, à tout le si monde, je comprends. à tout le monde. C'est pourquoi je parle surtout même des personnes apparemment bien portantes. Voilà. Mais alors peut-on jeûner sans mettre sa santé en péril? Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on causait, que le carême ne répond pas pour autant de choses. Le carême, ce n'est qu'un signe précurseur. Sinon, les déséquilibres existaient déjà un peu de façon latente. Le carême n'est qu'un élément déclenchant. Voilà. Et lorsque vous pouvez déjà vous connaître comme quelqu'un qui est prédisposé à X ou Y maladie, Oui. vous devez prendre vos précautions. Vous avez une forme de gastrite, vous jeûnez, vous ne devez pas jeûner. Ça va vous amener à l'ulcère. Vous avez le diabète, vous êtes sous insuline, vous jeûnez, ça va aggraver le score. Donc ici, si tu te connaissais, il faut prendre les précautions. Ne pas du tout jeûner lorsque tu es malade, lorsque tu es prédisposé. Donc on arrête de jeûner.
lorsque tu es prédisposé. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas... Le problème se pose surtout au niveau de quelqu'un qui ne se connaissait pas malade. Voilà. Ceux qui ne se connaissaient pas malades, ça veut dire simplement que si nous devons bien faire, il faut faire un petit check-up avant le carême. C'est-à-dire un petit bilan de santé. Oui. Surtout pour le palu déjà. Formidable, formidable. Non, vous êtes génial. Pour le palu, docteur, tous les Africains, béninois... oui, mais c'est la période de pluie, il y aura le palu, donc il faut déjà traiter son palu pour ne pas faire... Parce que déjà, je crois bien, une hypoglycémie peut amener déjà aussi... Le palu peut amener l'hypoglycémie. Voilà. Lorsque tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Or, le palu peut induire toutes ces perturbations de l'homéostase. Est-ce que ces malaises-là, pendant le carême, se déclenchent en début, au premier jour, ou bien en fin? Très souvent, c'est vers le milieu, bien vers la fin du carême, que nous avons plus ces genres de malades. Ok. Au début, généralement, non. On essaie de tenir, enfin, l'organisme essaie de tenir un peu. Exactement. Mais après, il lâche quand il n'était pas bien portant. C'est ça. Lorsque vous atteignez ce que nous appelons le métabolisme basal, c'est-à-dire le minimum d'énergie capable de faire fonctionner l'organisme, lorsque vous atteignez ce seuil-là, ça signale les signaux s'allument. Karama Tabatao, moi je crois que ce qu'il faut retenir déjà, quand on est prédisposé à des maladies, c'est de prévenir déjà son mal. Si on tient à faire le carême, mais quand on ne sait pas, qu'on est malade et qu'on a de ces petits signes, c'est mieux d'aller voir le médecin. Hein. Forcément. Un médecin généraliste comme vous peut faire l'affaire. Moi, je dis à vous allez aller trop loin. Docteur. Le médecin du quartier. Le médecin du quartier peut faire aussi l'affaire. Alors, que pensez-vous, docteur, de ces enfants-là? Parce que dans les zones fortement islamisées, un peu comme à Djougou et tout ça, il y a certains parents qui tiennent à ce que leurs enfants d'un certain âge jeûnent aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces enfants mettent leur santé en danger? Des enfants déjà de 12 ans, de 13 ans. Ils mettent ça en danger. C'est à l'État d'intervenir. Parce que c'est très dangereux pour les enfants. Je vous ai cité tout à l'heure les personnes vulnérables. Ouais. Les enfants en font partie. Ils en font partie. Yasmine, je vous laisse conclure votre plateau. Les femmes enceintes. Je vous laisse conclure votre plateau, Yasmine. Mais c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, les amis téléspectateurs, comprenez tout simplement que quand on a des malaises, non, pas des malaises, même avant les malaises, quand on veut commencer son jeûne ou son carême, c'est mieux de prendre cette disposition, d'aller faire un petit check-up, d'aller faire des analyses, de faire son bilan de santé et de prendre des mesures pour ne pas tomber en bon milieu. Merci beaucoup, Yasmine Damata. Merci, docteur. Vous avez tout résumé. Docteur Séraphin Guédégbé, merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est clair que le temps n'a pas suffi. On aurait aimé aller un peu plus loin parce que quand ça concerne, moi je le dis toujours, la santé, on est tous concernés et on est tous intéressés par n'importe quel sujet, puisque quand on ne se porte pas bien, pas question d'aller travailler pour apporter un plus à son pays. Naturellement. Merci docteur. Merci à vous. Bon retour chez vous. Bonne journée à vous. Yasmine Damata, je vous dis aussi merci pour le choix de ce sujet. Alors l'émission va se poursuivre, chers amis. Après Nature et Bien-être, on va installer le plateau Espère. L'expert de ce soir, c'est un socio-anthropologue. Il a pour nom Félix Badjagou. Il est avec nous. Il est ici pour nous parler de diversité culturelle et apport au développement et aussi contribution au dialogue. Bonsoir, monsieur Badjagou. Je prononce très bien le nom, j'espère bien. C'est bien ça. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous le savez, je ne vous informe pas. Vous travaillez sur les sujets relatifs à la société. Aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu quand même la date du 21 mai comme étant une date pour la diversité culturelle au service du développement et du dialogue. Alors, ma toute première question est de savoir avec vous, en quoi est-ce que la diversité culturelle est-elle si importante? Alors, merci, Madame Karamat. Pour répondre à votre question, il faudra d'abord clarifier ce que c'est que la diversité culturelle. Merci, on y va. Alors, parlant de la diversité culturelle, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de cultures qui cohabitent
ensemble au sein d'une unité sociale donnée. Voilà, donc s'il n'y a pas plusieurs types de cultures qui cohabitent ensemble, on ne parlerait pas de diversité culturelle. Vous prenez par exemple le cas du Bénin, vous voyez qu'il y a par exemple plus d'une cinquantaine d'ethnies qui cohabitent ensemble à l'intérieur du pays et plus d'une soixantaine de langues qui sont parlées à l'intérieur du pays. Vous voyez donc, la diversité culturelle, c'est bien ça. Elle renvoie, par exemple, à un degré de dissimilarité entre les profils culturels des membres d'une unité sociale donnée. Et de ce point de vue, vous voyez, la diversité culturelle renvoie également à la notion de culture. Et parlant de la notion de culture, la culture, en termes simples, c'est l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire l'ensemble des manières d'agir, de sentir et de penser propres à une communauté donnée. Quand vous prenez par exemple la langue, c'est un moyen de communication. Et chaque communauté a sa langue, chaque communauté dispose de sa langue pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir répondre à certains besoins. Et vous voyez par exemple, toutes les communautés qui ont leurs moyens pour pouvoir répondre à leurs besoins, quand toutes ces communautés se mettent ensemble, vous voyez, ça pose déjà le problème de l'identité de l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de communautés qui se mettent ensemble avec leurs cultures différentes. Ça veut dire que le Bénin est un exemple de diversité culturelle parce qu'on en a suffisamment en termes de langue et de culture, de danse et tout autre. C'est bien ça. Et donc, quand vous voyez ça, par exemple, au sein d'une unité sociale donnée où beaucoup d'individus doivent cohabiter avec différentes ethnies et différentes langues, il y a ce que nous appelons peut-être un facteur de socialisation, c'est-à-dire que ça va pouvoir permettre, par exemple, lorsque je vous vois à travers votre culture, si quelque chose me plaît chez vous, je vais essayer de copier, je vais essayer de m'adapter à vous. Vous voyez, d'où l'apprentissage. En essayant de vous adapter à ce que moi je fais, ça vous amène à faire un petit effort d'apprentissage et du coup, ça crée le lien. Ça crée un lien, bien évidemment. Et la culture ne renvoie pas qu'à la langue. Souvent, on l'assimile à la langue. La culture, elle va au-delà. Elle va au-delà. La culture, c'est la langue, la religion et les arts. Et de ce point de vue, lorsqu'il y a une diversité d'art, par exemple, dans un pays, au sein d'une unité sociale donnée, c'est une richesse pour la communauté ou pour cette unité sociale. Monsieur Badiagou, c'est clair qu'avec tous ces éléments que vous venez de déballer, que c'était donc bien pensé qu'on mette en place ou qu'on dédie une journée à la diversité culturelle, n'est-ce pas? Alors, en quoi est-ce que justement tous ces différents éléments dont dispose un pays, et je reviens encore au Bénin, en quoi est-ce que ces différents éléments peuvent aider à l'ascension d'une nation, à la faire, à la faire développer davantage? Alors, je viens de l'évoquer tout à l'heure, que la culture, c'est des arts, c'est l'ensemble de langues, religions et les arts. Lorsque on arrive à faire valoriser ce qu'on a comme potentialité en matière d'art, ça peut permettre de favoriser la croissance économique. Par exemple, lorsqu'on met plusieurs cultures ensemble, à travers leurs pratiques et leurs manières de faire pour, disons, et montrer à la face du monde que ici, nous ne savons pas faire que ceci, nous savons faire ceci et cela, et que vous pouvez venir vers nous pour voir ce que nous savons faire à travers nos cultures dans notre pays. Ça permet ça permet la croissance économique. Vous voyez un peu? Et donc, la culture, c'est, comme je l'ai dit, c'est un tout. Et je peux dire, le développement, ce n'est pas que la culture. La culture, la diversité culturelle, c'est un facteur très important pour le développement. Mais il ne se limite pas, le développement ne se limite pas seulement à la culture ou à la diversité culturelle, mais c'est un facteur
très important pour le développement. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le dialogue interculturel au Bénin est une réalité? Parce que ça part déjà de là. Il faudrait que tous ces différents maillons se mettent ensemble, fassent une unité pour vraiment donner une identité à une nation, à un pays. Est-ce que vous vous sentez déjà qu'il y a cette communication-là qui est déjà instaurée au Bénin, à votre avis? Alors, je constate que quand un problème se pose, par exemple, dans notre pays, malgré la diversité culturelle de notre pays, on arrive quand même à transcender ces problèmes à travers l'appel à toutes les communautés de s'unir, à travers l'appel que toutes les couches de la société lancent, à travers les appels de toutes parts. On dit par exemple que le pays, notre pays est unique, c'est-à-dire que malgré la diversité culturelle, nous représentons un, le pays est un et indivisible. Et donc, quelles que soient vos divergences, quel que soit ce que vous allez faire, nous reviendrons toujours à partager le même pays ensemble. Donc, est-ce que c'est partagé par l'ensemble? Mais c'est vrai qu'il y en aura quelques-uns seulement qui ne vont pas se sentir vraiment concernés, mais dans l'ensemble, ça prend quand même. Dans l'ensemble, on peut dire que les dialogues interculturels, ça prend, que ces dialogues-là jouent leur rôle très bien parce qu'on arrive quand même à résoudre nos problèmes. Et c'est ce que j'avais dit en définissant la notion de culture, que c'est l'ensemble des moyens qui vous permettent de répondre à vos besoins et de satisfaire à vos besoins. Donc, on arrive à avoir de la satisfaction à travers ces dialogues-là. Donc, du coup, nous pouvons dire déjà que la diversité culturelle, c'est un facteur de cohésion sociale, de paix, et ça peut permettre d'aller au développement si, évidemment, elle est associée à l'ensemble des autres facteurs également, comme l'éducation, la technologie, l'environnement et puis tout. L'agriculture, il ne faut pas oublier l'agriculture. Voilà. Quand elle est associée à tout cela, ça peut permettre véritablement d'aller au développement. Mais est-ce qu'on va se limiter rien qu'à la promotion à l'interne? Il faut la faire voyager, cette diversité culturelle. Est-ce que justement vous vous sentez qu'on vend suffisamment le Made in Bénin culturellement parlant ailleurs? Est-ce qu'il est accepté par les autres facilement? Est-ce que nous avons quelque chose qui peut attirer l'autre? Évidemment, nous avons plusieurs éléments de notre culture qui peuvent attirer les autres. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas encore à faire valoriser ces éléments-là. Vous voyez, par exemple, nous avons le Guélédé de... Le Guélédé, il est reconnu, et je crois que c'est un patrimoine de l'UNESCO. Exactement. Et nous avons aussi, par exemple, beaucoup d'autres choses. Le Fa, par exemple, qui est aussi reconnu dans notre culture. Vous avez plusieurs autres éléments. Nous avons tellement de bonnes choses dans notre culture que nous pouvons faire valoriser pour aller au développement, mais malheureusement, nous n'arrivons pas encore. Et pourquoi? Et pourquoi? Bon, pourquoi? Peut-être que nous n'avons pas encore choisi de partir au développement à travers notre culture comme le fait déjà d'autres nations. Donc, à votre avis, pour mieux promouvoir la diversité culturelle, il faut déjà une certaine vocation, une certaine détermination, déjà au plus haut niveau, et que chacun aussi s'y mette. Est-ce que justement vous sentez cette volonté manifeste au niveau du citoyen lambda béninois, qu'il est intéressé à faire valoir ne serait-ce que sa petite richesse culturelle de sa localité? Est-ce qu'ils vont, quand ils bougent, quand ils migrent, ils quittent par exemple la Takora pour l'Atlantique, je ne sais pas trop. Est-ce que vous sentez justement ce monsieur ou cette dame vendre ce qu'il a ou ce qu'elle a là-bas aux gens du Sud? Bon, vous voyez, la volonté, nous pouvons constater qu'elle y est, c'est que les Béninois ont la volonté, mais dans la pratique, nous constatons le contraire. C'est-à-dire, on a la volonté d'aller au développement à travers nos cultures, ça se chante tous les jours, ça se chante pratiquement dans tous les régimes qui passent dans notre pays, mais dans la pratique, il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Et justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les barrières qu'il faut briser? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Alors, j'aime bien cette pensée qui dit, par exemple, que pour changer le monde, il faut commencer par changer les habitudes. Il faut que nous prenions conscience que avec la culture, avec cette diversité qui caractérise, cette diversité culturelle qui caractérise notre pays, nous pouvons partir de cette diversité pour aller véritablement au développement, comme l'a fait par exemple la Chine. Vous voyez, donc il faut que nous prenions conscience que c'est possible, que nous pouvons aller au développement avec la culture. Et si nous l'incarnons de cette manière-là, nous pouvons aller au développement. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de corriger les habitudes. De savoir que ce que nous avons est déjà intéressant et qu'on peut l'améliorer pour aller au développement. De ne pas toujours considérer que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est le meilleur et que nous autres, nous n'avons rien de concret, de potable à vendre. C'est ce que je crois qu'on peut faire, à mon avis, pour aller au développement. Et je pense que je partage votre avis avec vous et ceux qui nous suivent également, puisque moi j'ai toujours milité pour le Made in Bénin, aussi bien dans nos assiettes, dans notre vêtement, dans tout ce que nous faisons. Il faut déjà apprécier, apprendre à apprécier à sa juste valeur ce que nous produisons chez nous. Accepter nos richesses, accepter nos valeurs. Merci beaucoup, Monsieur Félix Badjagou, socio-anthropologue, vous êtes. Merci d'être passé nous voir. Dans le grand rendez-vous de ce soir, on retient donc pour refermer cette parenthèse, espère que effectivement la diversité culturelle est un outil pour le dialogue et le développement. Merci beaucoup et on vous retrouve très prochainement. Alors, d'une rubrique à une autre, nous allons dans le salon de beauté. C'est pour beauté au pluriel. Que symbolisent les bijoux, en tout cas pour se parer, pour se faire belle? Les dames et aussi certains hommes aiment porter des bijoux, mais aujourd'hui on parle des bijoux précisément en perles. Comment se présentent-elles? À quelle occasion on les porte? On se pare de ces bijoux. On va le savoir tout à l'heure après cet élément. Tout comme le sac et la chaussure, le bijou, accessoire de beauté, est un petit objet de parure qui rehausse le style vestimentaire de la femme. Il lui confère aussi sa féminité depuis la petite enfance. Quand tu t'habilles sans bijoux, regarde-toi. Quand tu mets tes bijoux, regarde-toi. Je suis ici maintenant, si je n'avais pas les bijoux, tu vas me prendre comme un garçon. Depuis la naissance d'une fille, elle commence par utiliser les bijoux, on doit lui percer des oreilles. Ici au marché d'Antopa, plusieurs types de bijoux à prix différents, allant de 100 francs à plus de 100 000 francs CFA, sont vendus dans ces boutiques. Et la demande varie en fonction du goût de la clientèle. Nous avons plusieurs marques de bijoux. Il y en a sur plusieurs formes. Vous pouvez trouver même les bijoux à 500 francs. Le complet pour la femme. Mais ça dépend de sa dureté. Pour se rendre plus belle, élégante et séduisante, la femme choisit ses bijoux en tenant compte du lieu où elle se rend ou de l'événement auquel elle est invitée. Je ne peux pas sortir sans collier ni boucle d'oreille. J'en mets en fonction de là où je vais, puisque les bijoux rehaussent l'élégance et la beauté de la femme. Chaque sortie de femme a une sorte de bijou qui correspond. Et à chaque fois qu'elle doit aller au marché, aller prendre des enfants à l'école, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit aller au service, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit se marier a son style de bijoux. Tu veux aller au dehors là maintenant, bijoux que tu vas porter là, c'est différent. Tu veux aller à une fête simple, c'est différent. À une grande manifestation aussi, c'est différent. Si je vois ton visage maintenant, je sais le motif qui peut t'aller. La qualité que tu peux porter, ça va te sier. Moi, je vais te faire le choix. Ça dépend de ta poche. Bijou, c'est la femme. Le bijou, c'est le trésor d'une femme. La beauté, quoique naturelle, pourrait être révélée à un prix. Un prix que les femmes, pour faire ou se faire plaisir, n'hésitent souvent pas à débourser, tout en exigeant des bijoux de qualité. Je suis Jessia Ontondi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des bijoux en perles. Oui.
tout à fait. Pour savoir est-ce que ces bijoux-là priment sur les bijoux habituels. Tout à fait. Pour cela, nous avons appelé une experte dans le domaine. Elle est perleuse, elle a dit. Elle s'appelle Yolande Djossouvi. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait que les bijoux en perles détrônent de plus en plus les bijoux importés? En fait, en réalité, aujourd'hui, les Africains ont compris qu'il faut faire retour à la source, c'est-à-dire valoriser les perles, comme l'avaient déjà fait nos parents. Voilà, c'est un peu ça ce qui fait que tout le monde aujourd'hui porte les perles, surtout lors des cérémonies, les mariages. N'importe où maintenant les perles se portent. Ils sont valorisés. Oui, oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a des avantages aujourd'hui à porter des bijoux en perles? Oui, aujourd'hui, bon, les perles ne se gâtent pas comme les autres bijoux. Ça prend assez du temps. Et ça s'impose. Quand vous mettez les colliers aujourd'hui, vous êtes plus considéré. C'est un peu comme ce que vous avez au cou là. Voilà. Je ne sais pas, le réalisateur pour nous aider à voir un peu plus clair, très près. Donc regardez-nous ici, ça se passe ici avec nous. C'est imposant. Vous avez parlé tout à l'heure d'imposant. Je vois que c'est vraiment visible. Oui. Enfin, je ne sais pas trop, hein, Fulgence Ontondi. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi ça les perles en bijoux. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi aussi, j'ai mis les perles aujourd'hui, Karamat. Effectivement, effectivement, effectivement. Est-ce que je voudrais savoir quelle est la catégorie de personnes justement qui aujourd'hui préfèrent ces bijoux-là? Vous l'avez relevé tout à l'heure. Nos aïeux, nos grands-mères mettaient un point d'honneur à ces objets-là. Oui, aujourd'hui, tout le monde peut porter les perles, même les hommes aussi. Oui, les hommes aussi en portent. Et tout le monde, même pour porter, aller au bureau, de simples trucs pour le bureau, et les manifestations. N'importe qui peut mettre les perles aujourd'hui. Est-ce que le choix des perles aujourd'hui varie en fonction de l'occasion, de l'événement? Si, ça varie en fonction de l'occasion, de l'événement. De la couleur de la tenue que l'on porte. Et ça varie. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de la durée, que ça prend assez de temps avant de s'abîmer, contrairement aux bijoux que nous avons toujours connus, un peu comme ce que moi j'ai au poignet. Alors, mais je me dis que ça dépend aussi de la matière qui a servi à fabriquer. Justement, est-ce que vous avez une idée de la matière qu'on utilise pour mettre en place tous ces objets-là aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs qualités de perles. Et nous avons les cristaux. Oui. Ces perles, nous les utilisons beaucoup. Ils sont d'ailleurs beaucoup utilisés. Et ça sert à faire les colliers, et les pots de fleurs. Les sacs, et vous en avez là. Les cristaux, oui, d'autres. Je peux voir rapidement, voilà, je mets ça là pour que le réalisateur puisse faire un petit zoom là-dessus. Donc tout ça, ce sont les pierres. Hein? Voilà, ce sont des perles. Là, c'est des perles nacrées. Des perles nacrées. Oui, oui. Les petits ronds là, c'est des nacrés. Et les autres sont en plastique. Ok. Voilà. Donc il y a différents types de perles, hein, les perles nacrées. Voilà. Il y a les pierres de culture aussi. De culture. Ça sert à faire des rats de cou. Et par exemple, ce que vous avez porté aussi, c'est une pierre de culture. Ok. C'est surtout utilisé au Nigeria. Les Nigériens aiment beaucoup ça. C'est leur pierre de culture. De culture. Mais est-ce que nous avons de pierres de culture ici au Bénin? Oui, il y a plein. Avant, les gens utilisaient les dents des animaux, des petits trucs de mer. Il y a plein. En tout cas, les défenseurs de la nature ne vont pas être d'accord avec vous parce que vous n'allez pas arracher les crocs ou l'ivoire de l'éléphant. Alors là, les ivoiriens vous auront au dos, vous les aurez. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui c'est rare, on n'en trouve même plus. Effectivement. C'est des trucs maintenant faits dans les usines. Voilà. C'est ça que nous utilisons. Par exemple, ce que vous avez là, ce que j'ai mis là. C'est fabriqué en usine. Voilà. En usine ou à la main? Non, pas le sac. Je parle des perles. Des perles, parle des perles. Oui, c'est des trucs importés de la Chine, de l'Inde,
un peu partout. Je suis contente parce qu'elle est revenue sur un aspect sur lequel moi je voulais mettre l'accent. Oui. C'est vrai que nos grands-mères, c'est ce qu'elles portaient, les bijoux en perles, mais c'était vraiment de la vraie pierre, quoi. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup plus l'industrialisation qui s'intéresse à ça. Donc du coup, il y a de la camelote aussi dans ça. Hein. Ce n'est pas que de l'original, comme on le dit. Non, non. Voilà. C'est surtout à cause de la cherté des vraies pierres que les usines priment beaucoup. Et celles des usines priment beaucoup sur les pierres de culture, les vraies pierres. Okay. Alors aujourd'hui, comment arriver à dissocier alors le vrai du faux? Oui, bon, c'est par rapport au coût. La qualité aussi. Quand vous voyez, vous prenez les deux, il y a une nette différence. Donc il faut miser sur le prix. Voilà, à peu près. Est-ce que ça se dit en fonction du poids? Parce qu'habituellement, ce n'est pas comme les bijoux en or, en diamant, où c'est trop fin. C'est trop fin, plus c'est fin, plus c'est de la qualité. Contrairement aux bijoux en perles, où c'est quand c'est lourd, enfin je crois, hein, quand c'est lourd, quand c'est imposant, que c'est plus cher. Est-ce que vous confirmez? Oui, oui, je confirme cela. Je confirme cela. Les vraies pierres pèsent. Ça pèse. Ça dépend aussi de la grosseur. Sinon, les vraies pierres, ça pèse, ça brille. Et quand vous voyez, vous-même, vous saurez. Par exemple, quand on parle des nacrés, les vrais nacrés ne décolorent pas. Mais les faux, bon, si je vais dire, ça déteint. Ça déteint. Sous l'effet du soleil, ça déteint. Mais les vrais ne font rien, ils sont là. Tu vas utiliser, regarder pour ta petite fille, un peu comme nos aïeux, c'est la petite bague que ma grand-mère a portée, maman a portée, aujourd'hui je la porte. Je te donne ça. Ça se transmet de génération en génération. Alors, je voudrais bien qu'on parle aussi de fabrication. Est-ce que c'est aussi facile? Astuces. Oui, c'est facile. Est-ce qu'on peut le faire chez soi à la maison? Quand on va acheter les pierres, on fait l'agencement. Comment ça se fait? Donnez-nous des astuces. Ce serait facile avec les fils élastiques, par exemple. Vous enfilez et attacher, porter un petit bracelet ou un petit collier. Et on a toutes ces matières premières-là, ici, facilement on peut les avoir. Ça dit le fil dont vous avez parlé. Oui, c'est au marché. D'accord. Vous allez dans n'importe quel marché, les fils élastiques, vous en trouvez. Voilà. Les fermoirs également, les perles. Là, c'est un peu compliqué, il faut être initié. Il faut suivre une formation pour savoir faire ça. Voilà. Merci. Fulgencio Aoutondi, je vous donne encore 60 secondes. Si vous avez une autre question à votre invité, c'est le moment, le temps qu'on aille au journal. Je ne sais pas s'il y a un autre point de la question. Oui. C'est vrai, vous avez déjà dit. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des sacs, des chaussures en perles. Sur quel type de tenue peut-on porter ces genres d'accessoires? Oui, les perles peuvent, les sacs, les chaussures peuvent aller sur n'importe quelle tenue. Surtout les tenues de dames comme ce que vous avez mis, ce que j'ai mis. En tout cas, moi j'adore quand c'est les tissus de chez nous. Et le sac, ça va parfaitement avec je l'emporte, je peux partir avec. Réalisateur, on a gagné un sac sur notre émission aujourd'hui. Donc ça peut aller sur n'importe quelle chose. Même quand vous mettez votre veste, il y a aussi des pochettes pour ça, appropriées pour ça. Les sacs, les chaussures aussi. C'est intéressant. Je suis très intéressée par tout ce que vous avez dit sur les bijoux. Alors pour conclure, madame, est-ce que vraiment les bijoux en perles détrônent les bijoux comme ça, comme j'ai porté? Oui. Est-ce que vous confirmez? Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Surtout aujourd'hui, quand vous allez dans les dots, les filles s'habillent maintenant accompagnées de perles. Il n'y a plus de dot sans perles. C'est ce que vous voulez dire? Non. Et je crois même il n'y a plus de dot sans perles. Et je crois même la dot, traditionnellement, elle s'est toujours faite ainsi. Hein. Traditionnellement, quand on regarde un peu... Bon, il faut dire aujourd'hui que les regards sont tournés vers le Nigérien parce que lorsque vous voyez des mariages qui sont célébrés au Nigeria, il y a toujours des perles. Des perles. C'est rien que des perles. En tout cas, c'est toujours beau. Hein? C'est imposant, c'est beau. Mais il faut sortir un peu de la poche parce que madame a dit, plus c'est lourd, plus c'est de la qualité. Et vous êtes sûr de l'avoir, votre bijou en perles, pendant des années. Voilà. Il va garder toujours sa clarté et sa beauté. Merci beaucoup, madame, d'être passée dans notre salon pour ces petits détails importants sur les bijoux en perles.
Fulgencia Otondi, merci aussi. Merci beaucoup, Karamat. On va se retrouver vendredi. Oui. Si je ne suis pas là, ça va se faire avec Asiom Gaba. Merci beaucoup. C'était donc Beauté au pluriel. Direction la rédaction, puisqu'il est 19h45. Estelle Pazou nous attend déjà pour le développement des titres qu'elle nous a servi en début d'émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Fini l'époque où les femmes dépendent des hommes, elles le disent elles-mêmes, prônent leur autonomisation afin de participer au bien-être de leur foyer et de leur pays. Entre le fruit et son jus, lequel est conseillé par les spécialistes, pourquoi devrait-on privilégier l'un au détriment de l'autre? Un agronutritionniste nous en parle. Et puis l'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. On en parle également dans ce journal. Et on démarre ce journal par cette brève. Chaque année, le 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Elle célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Selon le discours d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, l'année 2019 a été proclamée année internationale des langues autochtones par l'Assemblée générale des Nations unies. Une initiative visant à faire prendre conscience de l'importance de la diversité linguistique, ceci dans un contexte où plus de 7000 langues sont parlées dans le monde, dont une majorité par des populations autochtones. Je l'annonçais en titre, plus question pour les femmes de dépendre de leur mari. Les premiers à en prendre conscience, ce sont les femmes elles-mêmes. Elles s'émancipent de plus en plus, mais au-delà, elles savent que leur autonomisation participe au bien-être de la famille et contribue à la réduction de la pauvreté. Autonomisation des femmes, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Gloria Oni. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, et elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement.
Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Les fruits contiennent beaucoup d'éléments nutritifs et sont consommés tous les jours. Certains, en lieu et place, préfèrent le jus de fruits. Mais entre le fruit lui-même et son jus, lequel est conseillé et pour quelles raisons? Fiacre Aladaye est agronutritionniste. Il répond ici au micro de César Achadé et de Baudelaire Kanchidi. L'habitude de dire celui qui a consommé du jus de fruit n'a pas consommé du fruit parce que le jus de fruit n'est rien d'autre qu'une partie du fruit. Le jus de fruit par définition c'est la partie liquide qu'on a extrait en fait des fruits. Donc il y a d'autres parties d'accord, qui ne sont pas consommées lorsque nous consommons le fruit qui sont aussi nutritifs. Si je prends par exemple la mangue, d'accord, ou l'orange par exemple, dont la peau est plus nutritive que la chair même. L'autre aspect de la chose aussi c'est la prolifération des jus qui sont vendus dans nos quartiers et dans nos maisons à des coûts réduits, c'est-à-dire à 100 francs et c'est bien crassé et tout. Vous voyez, c'est un danger, d'accord, une mauvaise habitude que nous devons arrêter, d'abord sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est le fait que c'est des produits glacés, d'accord, que nous consommons et les conséquences de la consommation de la glace sur l'organisme, les conséquences sont multiples et vous le savez, on ne sait jamais d'en parler. L'autre chose aussi, c'est que c'est des jus reconstitués qui sont fabriqués avec beaucoup de sucre, une quantité importante de sucre qui aussi ne cesse pas de faire dégâts dans l'organisme. Donc, autre que ces deux aspects de la chose, il y a aussi le fait que les producteurs, les dames qui produisent de ces jus-là dans les fronts, ont commencé par ajouter des colorants et des produits chimiques pour fabriquer en fait le jus qui en fait n'est pas du jus naturel. L'idéal c'est de consommer les fruits. Il y en a suffisamment de fruits dans nos pays. Dans les pays comme les nôtres, nous avons suffisamment de fruits toutes les saisons, aussi bien en saison sèche qu'en saison pluvieuse. On en a de sec, on en a de frais. Donc il faut aller à la consommation du fruit et non des jus de fruits. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage François Zissou, Marianne Bossémédé. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais.
Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau donc des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge donc, de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. Hors du Bénin, à présent, pour la gestion durable de l'eau dans le monde, les parties prenantes se sont réunies à Paris au siège de l'UNESCO. Objectif, porter ensemble leur plaidoyer. Et en première ligne, le Sénégal qui accueille en 2021 le Forum mondial sur l'eau. Aram Ndao de la RTS. La voix du Sénégal à l'UNESCO pour se joindre au concert des nations sur l'eau. 2 milliards de personnes restent privées de cette ressource vitale. L'UNESCO mise sur des actions concertées et scientifiques. Vision partagée par le Sénégal. Vision qui invite à plus d'attention à l'éducation pour jouer un rôle clé dans le renforcement des capacités nécessaires pour faire face aux difficultés de la gestion durable des ressources en eau. Nous devons également travailler à mobiliser au niveau local et régional les plateformes interdisciplinaires de co-réflexion et de co-action qui associent notamment les structures étatiques, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et la communauté scientifique. L'enjeu est de garantir la paix, tributaire à bien des égards de cet accès équitable aux ressources. Le Sénégal est d'autant plus impliqué qu'il accueille en 2021 le Forum mondial de l'eau. Le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau ont retenu de rafraîchir le forum sous le thème principal de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le forum propose une nouvelle approche en mettant en exergue un nombre limité de priorités pour lesquelles des réponses opérationnelles de qualité et des résultats concrets sont envisagés. À ce titre, des partenaires stratégiques, des engagements et des actions seront identifiés pour faire de Dakar 2021 un forum des réponses, un forum des solutions. Sur le chemin du Forum mondial de l'eau, le Sénégal multiplie les partenariats. Manifestation de soutien une fois de plus à Paris avec l'UNESCO et la Corée du Sud par des conventions. Le Maroc, par son ministre de l'eau, a également réitéré son soutien au Sénégal. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, c'était le 19h45. Estelle Pazou était donc à la présentation. Agréable soirée, Estelle. Merci Karamat, pareil à vous. Merci beaucoup, bien des choses à la famille. Alors, chers amis, vous qui avez pris le train avec nous depuis 19h, vous avez eu droit à 3 débats sur différentes thématiques autour de cette table et puis le journal, le 19h45 à l'instant même. Et ce sera ici même la fin de ce grand rendez-vous, mais nous n'allons pas boucler sans revoir la météo.
Des discussions que nous avons eues avec nos invités autour de cette table, on a eu droit à la journée du 21 mai, la journée dédiée à la diversité culturelle pour un apport au développement. Effectivement, c'est un outil pour l'ascension d'un pays. Chers acteurs à divers niveaux, il faudra y penser davantage. Merci beaucoup de nous avoir suivis de bout en bout. Le grand rendez-vous pour le compte de ce jour Stop et Fin. Ce fut un plaisir pour moi, en tout cas, d'avoir partagé ces moments avec vous. Merci à l'équipe de Ulrich ou Ulrich pour la réalisation. Merci à vous toutes et à vous toutes pour l'attention. Je vous retrouve demain, si tout va bien. Au revoir.